Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, j'ai envie de dire, une deuxième vidéo avec toi, mon Rose, puisque cette fois-ci, on va faire comme la première fois. C'est-à-dire qu'on s'était partagé le run des New 52. Il y avait une partie sur ma chaîne, une partie sur la tienne. Et ben là, on va faire pareil avec Aquaman Rebirth. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va avoir les tomes 1 et 2 de Aquaman Rebirth sur ma chaîne. Et quasiment en même temps, on aura 3, 4, 5 sur ta chaîne. J'ai bon ou... C'est ça. Et on peut dire d'ores et déjà que ça va être beaucoup plus équilibré que pour la période du 52. Oui. En termes de qualité, je parle. Voilà. Alors, est-ce que cette lecture s'est très bien passée? Pas toujours pour eux et pas bien du tout pour moi. Donc voilà. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont sauvables. Hein, on va essayer quand même. Je vais sortir les rames et la grand voile, mais on va sauver des trucs quand même dans cette lecture. Et d'autant plus que moi, c'était la deuxième fois que je lisais l'intégralité du run de Dan Abnett Rebirth. C'était la deuxième fois. La première fois, j'en avais pas de grands souvenirs, si ce n'est le tome 3 qui m'avait marqué. Et là, même en relisant le tome 3, que je considérais comme la meilleure lecture Rebirth à ce jour, j'ai vu énormément de défauts que j'avais pas vu la première fois. Donc du coup, ceux qui ont déjà eu mon avis sur la chaîne concernant le tome 3, je pense qu'ils vont redécouvrir finalement mon avis dans cette vidéo. Et ça te le fait souvent, toi, des fois, quand tu relis un truc que t'as aimé ou que t'as pas aimé, mais que tu puisses changer d'avis, voir les choses autrement? Ouais, ça me le fait très souvent ça. Ça me le fait aussi Ouais, au pareil. cinéma, tu vois? Les Amazing Spider-Man, j'avais détesté la première fois quand je l'ai vu au cinéma, le premier. Et puis après avec du visionnage, en prenant du recul, ben, j'ai fini par l'adorer. Enfin, ça me le fait très souvent, quoi. C'est, je pense, une question de maturité, une question de contexte dans lequel tu découvres l'œuvre à la base et quand tu la redécouvres derrière, voilà, le contexte autour de toi, il a changé, ça peut jouer. Enfin, il y a pas mal Les de attentes? puisque tu as lu entre parce que Ouais, tu vois, aussi, ben, oui. voilà. C'est vrai qu'Aquaman Rebirth, quand j'ai lu ça, c'était en 2018, quand ça sortait. J'avais beaucoup moins de lecture à mon actif qu'en 2022, forcément. Donc, du coup, beaucoup moins d'éléments de comparaison. Tu veux qu'on fasse comment? Un tome l'un après l'autre ou on fait les deux d'un coup? Ben, pour le résumé, je pense qu'on peut faire l'un après l'autre. Et puis après, Ouais, pour dire l'avis global, on peut tout mettre allez. ensemble, hein. Et surtout qu'en plus, il va falloir aussi éclairer un petit point, c'est que moi, je n'ai pas lu la fin du run des New 52, qui n'a pas été édité chez Urban, et qui prépare en fait la suite, si je dis pas de C'est ça. bêtises, et Ouais. toi, tu l'as lu. Tu peux peut-être nous en Ouais. dire un petit mot? Bah alors, du coup, Dan Abnett sur Rebirth, il reprend exactement là où il s'est arrêté justement à la fin des New 52. Il avait écrit les 3 ou 4 derniers épisodes de l'ère New 52, je crois que c'était 49 à 52 de mémoire. Et en très gros, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est inédit en VF, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, étant donné que c'est pas un espace de création très, très vaste, hein, 3 épisodes, et ben, il a juste planté des graines de choses qu'il allait reprendre plus tard pour la Rebirth. Ces graines, quelles sont-elles? C'est la création du personnage de Deadwater, qui est une super menace qu'on va retrouver dans les Rebirth. Et puis également l'idée d'Arthur de construire la station Embrun, qui est l'ambassade Atlante. C'est à la fin du New 52 qu'il a cette idée en se baladant au bord de la mer avec Mera, et qui lui confie d'ailleurs le rôle d'ambassadrice. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Mera, elle revêt un costume très similaire à celui d'Aquaman, doré, écaillé. Elle va se faire appeler Aquagirl, mais ça, je pense que ça a été balayé, ils n'ont pas gardé l'idée. Mais par contre, ils ont gardé l'idée de faire de Mera l'ambassadrice Atlante. Et donc Rebirth reprend là, en fait, Rebirth, donc le premier arc, hein, qui fait l'intégralité du tome 1 et une bonne partie du tome 2 de mémoire. Le premier arc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la construction de l'ambassade Atlante dans la baie de Boston au Massachusetts, de la station Embrun, créée par Mhm. Arthur dans le but d'installer un dialogue, une relation de paix durable entre les hommes et les Atlantes, parce que sont un petit peu frités sous la plume de Geoff Jones en 2013. Et étant donné que Rebirth, c'est la suite directe des New 52, ce qui s'est passé sous la plume de Geoff Jones est encore d'actualité, quoi. Donc Ouais, c'est voilà, il y a encore des complètement références qui canon. sont faites. Voilà, c'est encore canon. Il y a des références qui sont faites à Horn et à tout cet arc qui s'appelait Throne of Atlantis. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est compliqué de commencer Rebirth sans avoir lu en tout cas, la partie Geoff Jones et New 52. Ouais, non, mais complètement, complètement. Mais en même temps, pour moi, tu vois, qui ai donc pas eu la fin du run des New 52, j'ai eu le sentiment tout de suite que cette ambassade, bah, elle arrivait un petit peu, voilà quoi, tu vois, d'un coup d'un seul. Et donc, enfin, j'ai eu l'impression un petit peu, bah ouais, qu'on me la présentait d'un coup. Il n'y avait pas du tout de préparation, et donc forcément, j'avais pas beaucoup de, comment dire.
pas beaucoup d'acquaintance avec cette Ouais. idée-là, quoi. Elle était pas préparée, elle est tombée comme une merde sur une planche. Et moi, voilà, surtout qu'en plus, on peut se le dire tout de suite, cette ambassade, elle va pas durer tellement longtemps. Non. Puisque relativement rapidement, je crois qu'au bout de 2-3 épisodes, l'ambassade, en fait, elle va ni plus ni moins péter. Le début du run, si on fait le pitch, voilà, c'est ça, c'est cette ambassade qui va relativement péter assez rapidement. Black Manta est de retour et il va y avoir une confrontation entre Aquaman et Black Manta, Qui va se grosso résoudre modo. d'une manière assez inattendue et peut-être un peu précipitée et sans grandes conséquences malheureusement. C'est-à-dire qu'on a un affrontement qui est quand même assez brutal à la suite de cette explosion, de cet attentat qui a été perpétré au sein de l'ambassade par Black Manta lui-même. Mhm. Affrontement contre Arthur, un affrontement qui se termine d'une manière, enfin en queue de poisson, hein, pour rester dans le thème. Et chacun repart de son côté, comme si c'est rien passé. Et c'est là où. Et en fait, ça, c'est un défaut qu'on va retrouver très très souvent pendant tout le run de Dan Abnett dans cette période Rebirth. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées, mais la réalisation ne suit pas derrière. Et il n'arrive pas à les concrétiser. Et là, on se retrouve avec Arthur et Black Manta, un affrontement assez singulier, assez brutal, qui se finit en queue de poisson. Chacun repart de son côté. Black Manta est récupéré par une organisation terroriste internationale qui s'appelle Nemo. Donc, nouveaux enjeux maritimes opérationnels. Voilà, pour la petite, mais c'est de la merde, hein, c'est la VF qui veut ça. Et c'est une organisation tentaculaire qui est basée absolument partout dans le globe, qui a une technologie de pointe, voilà, qui est infiltrée dans toutes les administrations possibles. Bref, c'est vraiment le gros truc, un peu fantasmé, terroriste, quoi. Et le leitmotiv de Nemo, c'est de foutre un maximum de bordel sur la planète, de créer des guerres en soufflant, pourquoi pas, sur les braises encore chaudes des relations entre les Atlantes et les humains, pour tirer leur marron du feu, en fait. Voilà, ils vont créer des guerres, ils vont créer le trouble pour en profiter pour étendre leur influence, leur emprise et augmenter leur puissance, quoi. Voilà. Ça, c'est les enjeux de Nemo. Et donc, Black Manta va rejoindre cette organisation terroriste, dont le but va être de... Excuse-moi, j'allais te couper. Vas-y, non, je Je t'en prie. finis juste, et je pense qu'après, on aura assez résumé ce premier arc. Le but de Nemo, ça va être de perpétrer toute une attaque sous faux drapeau, comme on appelle ça. Ouais. D'un côté, en utilisant du matériel de guerre américain pour menacer Atlantide, et de l'autre, en coulant carrément des destroyers, enfin des navires de guerre américains, au nom d'Atlantide, avec de la technologie et des armes atlantes qu'on va soigneusement laisser sur place à chaque fois, pour à chaque fois faire accuser l'un ou l'autre, quoi. Le but du jeu, c'est vraiment, comme j'expliquais, de souffler sur les braises encore chaudes, quoi, afin que la guerre rééclate de nouveau. Et tu vois, et c'est tout à fait ce que tu disais, parce que quand l'idée en fait de Nemo, elle nous est présentée, franchement, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée, tu vois, une espèce d'organisation secrète que personne connaîtrait. Ça me faisait un peu genre la cour des hiboux, tu vois, mais dans l'eau, hein, avec les pieds, la tête dans le sable. C'est relativement sympa. Et je trouvais ça relativement intéressant, mais au final, c'est une organisation qui est absolument pas exploitée et en plus à laquelle moi je suis pas arrivé à croire en fait plus de 2 épisodes puisque Black Manta en fait va être récupéré par cette organisation suite à sa défaite contre Aquaman. Je crois qu'il est fait prisonnier, c'est eux qui viennent le libérer avec Black Jack là. Et en 2 épisodes, cette gigantesque organisation tentaculaire, en gros, il en prend la tête après avoir buté le chef, quoi. Mais ça prend 2 pages, quoi. Et déjà, là, j'ai un souci avec ça. Comme tu le dis, au bout de 2 pages, Black Manta tue donc le roi pêcheur qui est le chef Ouais. suprême de l'organisation. Il le bute en 2 coups de cuillère à peau, c'est lui qui s'assied sur le trône à sa place. Et là, je me dis, c'est quoi cette organisation de tocards, quoi? À C'est-à-dire fond. que le mec, c'est un CDD, il vient de rentrer dans la boîte depuis 2 semaines, il bute ton chef qui est là depuis des Même pas, il est années, en et stage. il est en stage, le gars, et personne ne dit rien. Et il fait ça sous les yeux de tout le monde en plus, c'est ça le pire. Ils sont dans la salle du trône, alors je sais pas si c'est une salle du trône, mais voilà, pour imager le truc. Ils sont dans la salle où siège le gros chef, quoi, le roi pêcheur, et il le déglingue, il prend sa place, et là, tu as tous ces sergents, tous ces lieutenants qui le regardent faire. Personne ne dit rien. Qu'est-ce que c'est que cette organisation de tocards? Voilà. Donc déjà, Et et ça, une là, fois de plus, voilà, c'est du Dan Abnett tout craché, c'est-à-dire que c'est rushé. On s'emmerde pas, c'est rushé, il faut qu'on aille droit au but, en fait. et ça, voilà. Moi, c'est un truc qui m'a
ça m'a complètement refroidi parce que du moment où on essaye de te présenter un antagoniste qui est super fort, où tout le monde serait passé à côté, et que au final tu te rends compte que bah y a pas tellement de substance et que n'importe quel pélo peut arriver en 2 secondes en devenir le chef, et bah du coup tu crois plus à la menace. Et si c'était simplement un moyen de réutiliser encore une fois Black Manta et de lui donner en gros bah, quelques outils, quelques armes, une armée privée, Oui, ouais, tu c'est vois, ça ça me le saoule but. un peu quoi. Ça me saoule. Le but final, c'était de réutiliser Black Manta et de le faire encore plus puissant, avec plus de ressources, avec plus d'hommes de main, etc. C'était juste le but du truc. Et au final, ça apporte pas grand-chose, quoi. Black Manta reste le méchant de l'histoire, terminé. Tout ce qui gravite autour de Nemo, finalement, on s'en fout un petit peu. Mm. Et on retourne, en fait, dans les bails traditionnels de la guerre entre les Atlantes et les humains. Alors moi, je suis pas contre. Le problème, c'est que ça, tu fais pas ça 3 ans après Geoff Jones. C'est pas possible. C'est exactement la même thématique que Geoff Jones, sauf que Geoff Jones était beaucoup moins manichéen, c'était une écriture beaucoup plus en subtilité, notamment grâce au personnage d'Ocean Master, Horn, qui Mm. apportait justement ces nuances, quoi. Tu savais pas trop si c'était un anti-héros, mais il faisait des trucs vraiment de super vilain, mais tu comprenais aussi ses motivations. Donc c'était beaucoup plus subtil. Alors que là, on est vraiment sur une guerre qui se prépare une fois de plus, 3 ans après, ça fait redite, je suis désolé, c'est ça le problème, c'est que ça fait redite, quoi. J'ai pas envie de revoir ça tout de suite, quoi. Ça fait complètement redite et enfin, j'aime bien l'idée. En fait, il y a un truc que j'ai bien aimé là-dedans, c'est le. On va spoiler un peu, hein. Je Ouais, vous le dis, il hein. va y avoir des spoils qui risquent de nous échapper. On va éviter les gros spoils, mais je pense que. Ouais, mais j'ai bien aimé en fait, si tu veux, l'attitude d'Arthur Curry pour justement quand la tension commence à vraiment monter avec la surface. J'ai beaucoup aimé en fait son attitude pour essayer de désamorcer ça. On va dire à la toute fin, tu vois, du truc, que j'ai trouvé relativement intelligente. Et à la fois c'était intelligent, et à la fois ça commençait à annoncer ce qui allait se passer par la suite. Beaucoup trop cryptique, là, plus personne n'a rien compris. Mais en fait, il a une position en tant que monarque où il avoue grosso modo sa défaite, même s'il n'était pas officiellement en guerre, et en sachant que d'avouer sa défaite, ça va le foutre en fait dans la merde vis-à-vis des plus extrémistes de son camp. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est super intéressante, mais qui est pas assez développée derrière. Enfin, je trouve que l'idée est bonne, mais derrière, il joue pas suffisamment assez avec ça d'Anamnet. Et ça m'a un petit peu embêté. Après, sinon, évidemment, tu vois, le conflit avec Superman, avec la Justice League, parce qu'à un moment donné, forcément, il y a baston. C'est tiré par les cheveux. C'est forcé. Ouais. Et moi, ça m'a rappelé BVS. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc forcément, tu as Aquaman qui se fait emprisonner. En fait, voilà, c'est Aquaman, en très gros, pour se donner bonne conscience, pour prouver que ce n'est pas lui qui attaque c'est pas ce qui est fait au nom d'Atlantide, c'est-à-dire les attaques qui sont faites sur les navires de guerre américains, bah, c'est pas Atlantide qui les a faites. Pour se donner bonne conscience et pour prouver sa bonne foi, il va se laisser emprisonner par le gouvernement américain. Mera va venir l'aider parce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout une solution, parce qu'il est loin des siens et du coup, enfin voilà, Atlantide est menacée par Nemo et il faut que le roi revienne sur son trône pour gérer ça depuis l'intérieur de son royaume. Donc Mera va venir l'aider et forcément Superman va venir s'interposer. Et là déjà la caractérisation de Superman m'emmerde, quoi, parce que c'est le Superman à la Dark Knight Returns de Frank Miller où le mec est le chien-chien des États-Unis. Alors, Mm. quand c'est dans Dark Knight Returns, ça me dérange pas parce que c'est un what if, enfin, c'est un Elseworld, c'est une fin, enfin, ça fait pas partie d'une quelconque continuité. Là, c'est le Superman de la continuité Rebirth, donc de la continuité pré-New 52. Et déjà, ça m'emmerde qu'on m'explique que ce Superman-là, c'est le chien-chien des États-Unis, quoi. Donc, il vient s'interposer. Arthur lui explique mot pour mot ce qu'on vient de dire depuis le début du live, comme quoi c'est une organisation secrète qui commet des attaques sous faux drapeau pour faire accuser les deux nations, etc. Et ça, Superman ne le croit pas. Mm. Pour lui, ça semble pas possible. Le mec, il est dans une Justice League, c'est-à-dire que le mec vient de Krypton, il balance des rayons laser avec ses yeux, il est entouré par un Martian Manhunter, par une guerrière grecque Amazon, par un homme qui court à 300 000 km/s, petit rêve, par un homme mi-humain, mi-robot. Mais par contre, c'est pas possible qu'une organisation terroriste perpétue des attaques sous faux drapeau, c'est pas possible, c'est tiré par les cheveux. Tout ça pourquoi? Pour forcément créer le différent entre Arthur et Clark, et pour donner lieu à un affrontement qui Ouais. se résout assez vite. C'est vraiment histoire de. Mais tu sens que c'est tiré par les cheveux et ça me rappelle BVS, tu sais, cet affrontement vachement artificiel entre Batman et Superman qui n'a pas forcément lieu d'être sur le papier, quoi.
parlez-vous 2 minutes, les gars, buvez un thé, fumez une clope et dites ce qui va pas, plutôt que de vous taper sur la gueule, quoi. Et ça me dérange. Tu vois, c'est artificiel. C'est pas, t'es méchant avec BVS, je vais pas m'en remettre, mais, mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Ouais, putain, tu me donnes envie de parler de BVS. Mais oui, c'est pas faux. C'est vrai que cet affrontement, il est pas, je sais pas comment dire, mais il est pas instinctivement, t'as pas forcément envie d'y croire. Mais il était tellement bien que, voilà quoi. Moi, je m'en fous. J'avais envie d'y Et, croire. Alors que là, bon, et la Justice League oh, mais ils pinaillent, les mecs, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, tu vois? ils servent à Enfin, rien. Hein. ils servent à rien, alors que c'est quand même c'est un drame qui est en train de se passer, quoi. Je veux dire, si la guerre éclate de nouveau, ça va encore créer des centaines de milliers de morts. Et la Justice League, non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu te fous de la gueule de qui, hein, mec? Ouais. Franchement, c'est super tiré par les cheveux. Et là Mm. où en plus, quand tu avais dans le run des New 52, quand tu avais cette problématique-là, ça donnait l'occasion d'avoir vraiment un gros event. Là, il n'y a même pas de gros event et c'est vrai que c'est résolu, entre guillemets résolu. Ouais, pareil, quoi, tu vois, en 2-3 épisodes. Tout ça, ça manque d'ampleur, tu vois. Ça manque d'ampleur, ça manque d'ambition, ça manque de crédibilité. Et comme tu le disais, le problème, c'est qu'on a déjà vu ça 2-3 ans auparavant, quoi. Et en plus, Geoff Jones, c'était pareil. C'était une guerre qui menaçait parce qu'il y avait Vulko qui foutait un maximum de bordel et c'est Vulko qui avait foutu le bordel. Sauf que Vulko, ça faisait partie du twist. Ça faisait partie du twist scénaristique. Tu n'étais pas censé savoir que c'est Vulko qui se cachait derrière tout ça. Et que c'était lui qui manipulait les deux nations pour qu'elles rentrent en guerre. Alors que là, on t'explique dès le départ que c'est Nemo. Donc en plus de ça, l'intérêt qu'il y avait chez Geoff Jones, où finalement on se rend compte que c'était quelqu'un qu'on pensait proche du héros qui manipule pour la guerre, et bien là, en fait, on t'explique tout de suite qui c'est, qui sont les méchants. Donc il n'y a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas ce côté un peu mystérieux, secret, il va y avoir une révélation à la fin, un twist qui va Non, nous non, laisser sur le cul. Il n'y a pas non. ça. C'est Nemo et démerdez-vous avec ça, quoi. Puis Nemo, c'est vraiment, pareil, c'est trop facile, quoi. L'organisation qui a toutes les ressources, ils sont infiltrés de partout. On n'a pas vu le développement du groupe. On n'a pas vu l'ascension, parce que ça aurait pu être intéressant de voir Black Manta qui rentre, comme j'expliquais, en tant que CDD de 2 semaines, en tant que stagiaire à la photocopieuse, et qui progresse, même si ça aurait pris plus de temps, mais qu'on le voit progresser dans les strates de la société secrète pour en devenir légitimement le chef. Là, ça aurait pu être cool, mais non, c'est vraiment l'affrontement, je te déglingue, je prends ta place. Oui, et puis Cinémo, c'est tellement un truc absolument what the fuck. À la limite, il n'y a même pas besoin de rajouter Black Manta au début de cette histoire. Quitte à le rajouter peut-être dans 2 ou 3 tomes, et que là, à ce moment-là, ils prennent le lead de l'organisation. Ouais. Mais Nemo, j'aurais aimé voir des lieutenants de qualité. Tu vois, on parlait tout à l'heure vite fait de, comment il s'appelle là, l'autre gonzesse avec le... Blackjack. Ouais, Blackjack. Mon Dieu. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un autre personnage charismatique dans cette organisation? Bah Non, non. le seul qu'on connaît, c'est le roi pêcheur qui se fait tuer en 2 coups de cuir à peau et finalement, dont on ne sait rien, on ne sait pas comment il a Ouais, créé son organisation, comment il a accédé au pouvoir. Et Blackjack, c'est pareil, c'est un personnage qui est forcé parce qu'en fait, elle est là uniquement pour le clin d'œil, pour la référence. Parce que comme je t'avais expliqué, en fait, ce personnage féminin qui est hyper stéréotypé dans sa représentation, la tenue moulante de plongée, le petit cache-œil de pirate et le bandana, enfin la meuf, et puis même au niveau de sa caractérisation, elle a pas de background, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas pourquoi, elle est juste là pour gagner du pognon, en fait, c'est juste une mercenaire de base. Et elle, en fait, elle est là pour la ref. Parce que Blackjack, c'est le premier super vilain d'Aquaman. Alors, pas super vilain dans le sens où il a des super pouvoirs, mais dans le sens emblématique, en fait. Dans le sens, comment dire, dans le sens iconique, en fait. Le premier super vilain d'Aquaman, c'était un pirate qui s'appelait Captain Blackjack et qui est apparu dans le Morphin Comics 74. C'est-à-dire que dès la première apparition d'Aquaman, non, dès la deuxième apparition d'Aquaman, il y avait son super vilain, qui va revenir pas mal de fois au cours du Golden Age et qui va disparaître définitivement en 1950. Après quoi, il sera plus du tout réutilisé. Mais c'était son premier ennemi emblématique, en fait. Et donc là, la nana, on l'appelle Jack, on ne sait pas pourquoi, mais c'est, une fois de plus, c'est juste pour la ref, en fait. Elle est juste là pour la ref, la meuf. Elle sert à rien. Et oui, et puis non, vraiment, quand on vous dit qu'elle sert à rien, c'est qu'elle ne sert à que dalle. Juste à la limite, ouais, au petit clin d'œil pour les plus anciens des lecteurs, mais ça ira pas plus loin. Ouais, c'est un début de run ouais, qui est quand même vachement difficile, hein, franchement. Putain, Dan Abnett, il se prend pas les pieds dans le tapis complètement, mais on n'en est pas loin. Enfin, c'est méchant ce que je veux dire, mais tu vois, c'est un peu de la soupe.
C'est le genre de Ouais. truc, tu te lis ton épisode tous les mois en faisant caca, voilà quoi, ça te passe 10 minutes et fin. Mais il y a pas de, c'est pas aussi enlevé, il y a rien d'épique. C'est vraiment compliqué quoi. Non, et puis c'est de la facilité, en fait, il prend aucun risque. Pour moi, il prend aucun risque. Il refait des choses qui ont déjà marché par le passé, mais avec beaucoup moins d'ingéniosité dans l'écriture. Et puis voilà, il se laisse un petit peu couler, quoi. Et puis tu vois, une fois de plus, on disait le caractère un peu forcé de certaines sous-intrigues. Là, j'ai pris des notes, hein. Rappelle-toi la sous-intrigue qui concerne Mera. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, Mera, en tant que non-Atlante, puisqu'elle vient de Xébel, du royaume de Xébel, elle n'est pas forcément légitime dans le rôle de reine. Et on sait qu'Arthur et Mera doivent se marier, ce qui va officialiser le fait que Mera ouais. devienne la reine d'Atlantide. Et ça plaît pas forcément à tous les Atlantes qui sont assez nationalistes et qui veulent pas d'une reine étrangère assise sur le trône. Ça peut se comprendre. Et ça, une fois de plus, c'est une nouvelle référence. C'est une référence au numéro 18 d'Aquaman de 1964, dans lequel Arthur épousait Mera et était couronné pour la première fois de son histoire au sein du royaume d'Atlantide. Et dans cette histoire, qui date donc de 1964, eh ben c'est pareil. Mera, elle n'était pas légitime en tant que reine. Parce qu'Arthur, pour être couronné roi, il devait à tout prix épouser une femme atlante. Et donc, petite histoire, voilà, en une vingtaine de pages, et puis finalement, à la fin, tu te rends compte que Mera a sauvé l'Atlantide, et du coup, les Atlantes l'acceptent en tant que reine. Voilà. Pour eux, elle a fait son devoir pour Atlantide, et même si elle vient d'une autre dimension, c'est pas grave, elle est Atlante, donc elle peut siéger au pouvoir à côté d'Arthur, il n'y a pas de problème. Donc, une fois de plus, c'est la ref. Je pense que c'est une ref, hein, à cette histoire, hein. Et donc, Mera, elle doit prouver que elle veut renouer avec les traditions atlantes. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, de par son sang, elle n'est pas atlante, mais elle doit prouver au peuple atlante qu'elle veut le devenir. Et donc, elle est envoyée dans une espèce de couvent, je ne sais pas comment appeler ça. Une sororité, je sais pas. Ouais, une sororité qui est tenue par des veuves. Donc, des veuves, alors il y a un côté un peu religieux, mais c'est jamais vraiment. Tu vois, c'est pareil, la religion, elle est complètement absente dans Atlantide. Ouais, On ne ouais. sait pas en quoi ils croient, et c'est dommage. Je trouve que ça enlève vraiment un point important d'une civilisation, quoi. Et du coup, donc Mera, elle est envoyée dans cette sororité, comme tu dis, qui est tenue par des vieilles femmes, voilà, comme des sœurs un peu, Des vieilles euh, veuves, ouais. voilà, qui ont toutes pour point commun d'avoir perdu leur mari dans des guerres, enfin peu importe. Et le but, c'est d'apprendre à renouer avec les traditions atlantes pour faire d'elle une vraie Atlante. Et donc, et là où je te dis que c'est hyper forcé, que ça me sort du récit à chaque fois, c'est qu'il y a une des vieilles sorcières, hein, qui a une vision. Et cette vision, c'est que si jamais Mera épouse Arthur, Arthur devient roi et donc Mera la reine, ça va très mal se passer parce qu'Arthur va mourir. C'est Mera qui va prendre le contrôle total et qui va déchaîner toute la fureur d'Atlantide sur les hommes. Et une fois de plus, ça va créer un chaos mondial, etc. Un chaos apocalyptique, ça va emmener à la destruction de toute civilisation. Donc, entre gros, il ne faut pas que Mera épouse Arthur. Et donc, ça va créer une scission forcément dans le couple. Donc, l'idée est bonne. Une fois de plus, voilà, c'est Dan Amnet. L'idée est bonne. L'idée de séparer le couple, c'est une bonne idée, mais la façon dont c'est fait, c'est grossier. Voilà. Il y a une prophétie lointaine qui nous explique que si vous êtes ensemble, ça va créer la fin du monde. Excuse-moi, mais c'est quoi Et le pire, c'est que cette prophétie, elle est désamorcée par Dan Abnett lui-même dans son récit, qui, quelques pages après, t'explique que, en fait, non, ça s'est pas vraiment passé comme c'était prévu, la prophétie, mais quand même, restez loin de l'autre quand même, on sait jamais. C'est ça, hein, littéralement, c'est ça. L'i- La prophétie se réalise pas, mais dans le doute, restez loin de. Et l'idée, c'est que Méron n'accède pas au trône, en fait, n'accède pas au pouvoir. Ouais, c'est ça. Et C'est c'est ça. ces mêmes vieilles femmes qui, un peu plus tard, vont aller la chercher pour qu'elle soit reine. Oui, mais parce que, en fait, non, mais exactement, exactement. Tu vois, Dan Amnett, il s'embrouille dans ses propres écrits. Mais on va te dire que, en fait, elle peut accéder au pouvoir si c'est pas via Arthur. Ouais, ok. En fait, la prophétie, elle se réalise pas de la même manière. Mais tu vois, c'est de la foutaise, c'est de la Ouais. merde. La profession, on dirait une maladie vénérienne. C'est quand même très compliqué, cette prophétie. Ah ouais, non, mais le mec, tu vois, il part sur des trucs, et puis au final, il s'embrouille lui-même dans ce qu'il te dit. Et puis déjà, l'idée de base, elle est foireuse. En fait, non, l'idée de base, elle est bonne. Séparer le couple, c'est très cool. Mais la façon dont c'est fait, avec une prophétie apocalyptique, t'avais pas autre chose sans déconner. Relis-toi, Dan. Dan, si tu passes par là, relis-toi, quoi. Relis tes textes. Et après, parce que en plus, là, le premier tome, on est sur un gros pépère, hein, ça fait 280 pages, à Ouais. peu près. Il y a un arc, une histoire où il y a une espèce de gros Yeti poilu. Je te cache pas que j'ai lu ça au mois de juillet, hein. Donc le gros Yeti poilu, je me rappelle plus du tout.
qui rebalance dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Apparemment, ça vient de Geoff Jones, ça. Ah ouais? Parce qu'apparemment, il t'explique dans le truc que c'est une bestiole qu'on avait déjà vue dans l'ère New Dans le tome 52, mais je me 3. rappelle pas. Dans le tome 3 de Justice League, peut-être. Je crois que c'est ça, parce que je suis pile sur la page qui dit voir Justice League tome 3. Ah bah voilà, bah c'est ça. Mais je me rappelle pas, pour le coup. Moi non Comme quoi, plus. Geoff Jones aussi fait des trucs qui sont oubliables. Mais ouais, je me rappelle pas du tout de cette grosse bestiole, pareil, qui a L'Hirsute. figuré dans l'esprit. L'Hirsute. Ouais, l'Hirsute, ouais, putain. Et effectivement, c'était déjà apparu, donc ça, pour le coup, c'est Geoff Jones de fautif. Oh, que c'est pratique les tablettes. Ouais, moi je vous montre rien parce qu'en fait, bon, je suis en 144p, j'imagine, donc. Non, ça va, t'es bien. Ah ouais? Ouais, nickel. D'accord, merci. C'est pas ce que me dit ma femme tous les jours, mais j'apprécie le compliment. Et donc, putain, tu me perturbes du coup avec tout ça. Enfin bon, il y a cet arc-là, là, pareil, qui honnêtement est plus qu'oubliable. J'ai envie de dire pompant la bagarre, et ça va pas tellement plus loin. Et Tu parles ensuite, duquel? là, Ah, le premier? ouais, avec le gros barbu. Alors lui, Ouais. ouais, c'est vraiment, ça ne sert à rien hein, dans cette histoire. Et Si, ça après, sert à souligner le fait qu'Arthur va peut-être mourir et du coup la prophétie, comme quoi Mera va ah accéder oui, au pouvoir et qu'elle va foutre le bordel, va se réaliser. Sauf qu'en fait non, Arthur ne meurt pas et les sœurs, c'est à ce moment-là que les sœurs viennent voir Mera et lui disent non en fait du coup il est pas mort. Mais bon, on sait jamais, reste de ton côté. voilà. Ouais, enfin c'est un peu compliqué. Et puis donc après, donc il en prend quand même plein la gueule, et donc ça nous donne droit à des images absolument fantastiques de Arthur Curry qui ressemble quand même beaucoup à Rocky Balboa après un combat de boxe, puisqu'il a la gueule à moitié violette. Ouais. On en parlera à la fin du tome hein, des dessins, hein, parce que c'est-à-dire que si encore, bon, l'histoire, vous avez compris que c'était pas trop ça, mais si encore c'était rattrapé par des dessins de qualité, on pourrait discuter. Bon, c'est pas le cas. Mais grosso modo, à la fin du tome, bah ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ça se termine avec Pampan la bagarre avec le gros barbu, le gros chevelu, et puis voilà, fin, quoi. Et c'est compliqué. Est-ce que tu veux qu'on aborde les dessins tout de suite? Ouais, on va parler des dessins, parce que là aussi c'est compliqué. Si je te dis pas de bêtises, il y a grosso modo 3 dessinateurs pour tout ça, sauf erreur de ma part. On a du Scott Eaton, on a du Philip Bryan et on a du Brad Walker, c'est ça? Ouais, Brad Walker est majoritaire, Voilà. Eaton c'est vraiment les remplissages, mais c'est con parce que je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux, et pourtant c'est lui qui est le moins présent, quoi. Et alors pour moi, et c'est là où c'est génial parce qu'on a des avis qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que pour moi, Brad Walker, c'est très caricatural, mais j'aime bien grosso modo, tu vois, sa manière de dessiner et le combat contre Superman, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'aime bien. Tu vois, Brad Walker, ça se trouve, il l'a fait, mais tu vois, je le verrais bien sur les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas pourquoi. Je me dis qu'il irait bien. Et alors, Philippe Bryan, qui est français, hein, Briones, si je dis pas de bêtises. Brion, ouais, je peux, ouais. Moi, je peux pas, quoi. Je peux pas. C'est moche, quoi. Je suis désolé. Hein. Ne lui envoyez pas cette vidéo, hein, parce que je vais pas être gentil, mais des fois, t'as des personnages qui ont un œil là, l'autre un œil là. C'est pas Georges Pérez, hein, le garçon. Hein. Je te dis, il dessine pas les persos du deuxième ou du troisième plan. Hein. Je crois que j'avais vu une fois une interview de lui qui disait qu'une de ses principales qualités, c'était de dessiner vite. Oui. Prends ton temps. Je veux bien te croire, Philou. Tu dessines vite, mais tu me vends pas du rêve. Prends un thé aussi. Allume-toi une clope, fais comme Superman et Aquaman. Bon, là, vous faites quelque chose, discutez entre vous, mais. Et ça, tu vois, et Aquaman, moi, c'est comme pour Green Lantern. J'ai besoin d'avoir des dessinateurs qui m'envoient du lourd. J'ai besoin que quand tu as des doubles pages sur les fonds marins, j'ai envie d'être dépaysé. J'ai envie de grandeur, j'ai envie d'épique. J'ai pas envie d'avoir Jack, je sais pas quoi, là, avec son bandeau là, qui a un sein là, l'autre là. Non, c'est catastrophique. Moi, j'ai vraiment passé un moment désagréable visuellement. Voilà, et Brad Walker, du coup, quand il arrive, pour moi, c'est loin d'être le pire. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas ouf. Bah alors moi, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, Brad Walker, effectivement, il y a des choses qui sont assez sympathiques. Mais une fois de plus, je pense que c'est un mec qui a du talent, mais à mon avis, il doit être. C'est les deadlines qui doivent le foutre dedans. Parce que, tu vois, il y a des blagues. Alors, cette page-là de Black Manta, elle est magnifique. Voilà. Bon, j'ai rien à redire, c'est propre. Par contre, une page après, Amera, c'est pas possible. Alors attends, voilà. Ici, là, par exemple, c'est juste pas possible.
La tête qu'elle a, quoi. Et alors, c'est pas ça qui m'a le plus choqué, c'est. Il y a vraiment un moment où j'ai dit non, je peux pas, quoi. Tiens, c'est ici. Je trouve que c'est absolument dégueulasse. C'est affreux. Déjà, cette pleine page, elle est affreuse. Au niveau des proportions, je trouve qu'il y a un truc qui déconne. Regardez la tête qu'elle a, Mera. Le mec, il a le bout du nez qui brille, tu vois. T'as l'impression qu'il vient de se tartiner du beurre sur la gueule, quoi. Regarde, il est brillant de partout. Mera, sa tête en pâte à modeler. Et il y a un Ouais. truc qui va pas, franchement. Ça fait très cartoon. Ça fait très très cartoon et pas forcément les bons, quoi. Et ils ont des mâchoires vachement carrées. Ouais. Tu vois, regarde, une fois de plus. Et un ancrage assez épais. Ah, je peux Ouais. pas. Non, Mera, il l'a, mais il l'a massacré, quoi. Donc à partir de là, j'ai beaucoup de mal. Puis il y a un C'est côté sûr un peu qu'on peut pas bodybuildé, dire tu que sais. Mera est belle, quoi. Un côté un peu, comme je t'expliquais avant qu'on commence la vidéo, un côté un peu bodybuildé années 90, testostérone, tu vois, je sais pas, un truc qui me dérange un peu, quoi. Et je sais pas, faudra regarder s'il a pas fait des Gardiens de la Galaxie parce que son trait me dit quelque chose et je le verrai bien là-dessus. Et à côté, t'as Philippe Brion qui dessine Aquaman comme un gamin de 15 ans. Voilà. Ouais, mais regarde les visages, tu vois. Les Et là, il n'y a visages, pas de détails, il n'y a rien, c'est plat, c'est lisse, c'est pas beau. enfin ouais, ça va pas du tout. C'est-à-dire que même quand t'as des moments qui sont censés être dramatiques, et ben c'est pas soutenu par le dessin. C'est vraiment vraiment compliqué, quoi. Mm. On n'a pas l'impression d'avoir un Aquaman, un Arthur Curry, ouais, qui souffre. Enfin, non, c'est compliqué. C'est Et vraiment c'est pas beau, surtout quoi. que ce qui joue pas en leur faveur, c'est que les mecs ils passent après Ivan Reis, ils passent après euh, Pelletier. Même si Fuentes qui avait fait du boulot pas trop mal sur la toute fin des New 52, et là, c'est pas complètement mauvais, Brad Walker, mais il y a, moi, les visages de Mera, notamment, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout au niveau de Mera que ça me fait décrocher, quoi. Je pense que c'est l'univers d'Aquaman, en fait, qui lui correspond pas, sincèrement, Mm. tu vois. Enfin, moi, je le verrais bien sur Robin, Nightwing, les Gardiens de la Galaxie, ce que tu veux, mais pour un univers maritime, moi, je suis pas sûr. Et ça manque de poésie, hein, surtout après Ivan Reis. Ivan Reis, t'avais souvent la mer avec le reflet du soleil, il y avait un côté vachement poétique, et pareil, les fonds marins, tu sais, mais là, ça manque de tout ça. Ça manque de ce charme, je trouve, ouais. Est-ce qu'on passerait pas au tome 2? Bah oui, hein. Parce qu'il y a eu des courageux qui, après ce tome 1, ont quand même été voir le tome 2. Moi, c'était vraiment sur le tome 5 que j'ai commencé à souffler. Enfin, j'ai commencé à souffler avant, mais le tome 5, c'était vraiment un calvaire, quoi. On en parlera plus Moi, tard. alors pour être tout à fait honnête, alors je sais pas si on l'a dit en début de vidéo ou si c'était avant qu'on commence à enregistrer, je m'étais fixé comme objectif pendant l'été de lire un maximum d'Aquaman et je voulais relire tous les New 52, chose qui a été faite et qui a donné les vidéos qu'on a fait tous les deux. Et j'ai voulu enchaîner sur Rebirth et c'est au milieu du tome 2 que j'ai volé en éclats quand il y a War, je sais pas quoi, qui arrive là. Warhead. Donc en plus, je vais même pas être le plus à même en fait de pouvoir vous faire le pitch le plus clair en fait du truc, parce que au final, il y a plein de trucs en fait, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et je me rends compte que j'en ai oublié mais une grosse quantité. Donc si tu veux te lancer sur le pitch, n'hésite surtout pas. Tu vois comme par exemple eux là, ces personnages là. Les Navy, ouais, ok, ouais. Ouais, des espèces de mutants américains là. Alors lui, je les ai complètement oubliés. Je Alors, les ai complètement oubliés. le tome 2, les premiers épisodes du tome 2, en fait, c'est la fin de l'arc qu'on vient de citer juste avant avec Nemo, avec cette volonté de déterrer la hache de guerre entre Atlantide et donc les humains. Donc c'est la conclusion de cet arc. Et Nemo, oui, donc le groupuscule Nemo échoue. Mais par contre, le gouvernement américain, lui, s'enlise dans cette haine viscérale qu'il a contre les Atlantes. Et le gouvernement américain emploie des humains génétiquement modifiés. Donc c'est super Navy Seals, là, à qui on attribue, en fait, c'est un peu comme des X-Men, si tu veux. Ouais. Enfin, quoi que non, parce que les X-Men, à la base, c'est naturel. Mais en fait, ce sont des humains modifiés à qui l'on attribue des capacités d'animaux marins. Donc, tu as l'orque, tu as la femme requin, je sais plus ce qu'il y a, l'homme raie, L'écrevisse, le bulot. la crevette. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer cette troupe d'élite aller tuer Arthur. Voilà.
Tu sais pas pourquoi, c'est le seul mec qui essaye de faire la paix, justement. C'est le seul qui crie à la paix depuis le début de l'aventure. Mais par contre, il faut aller buter le roi. Enfin, Lui, il veut se faire buter par tout le monde. Par les extrémistes de chez lui, par les humains. Ouais. Il par a des ailleurs de petits passe, navires, tu vois. donc, tu as les Navy Seals, les super Navy Seals là, qui infiltrent Atlantide, qui se font dérouiller assez vite dans mes souvenirs, et ça donne lieu à rien, en fait, finalement. Ouais. Arthur retrouve Black Manta, maintenant il sait que c'est lui qui est derrière tout ça. Affrontement contre Black Manta, tout ce qui est de plus classique. Et puis l'arc se termine avec les réconciliations Aquaman, Superman. Voilà, la prochaine fois tu m'écouteras, espèce de tocard. Et puis, Ouais. et puis voilà, ce personnage, c'est la fameuse Blackjack qui est laissée sur la plage, abandonnée, coquillage et crustacé. Mais finalement, on la réutilisera pas. Ce personnage-là, il va complètement disparaître. On la réutilisera pas du tout. Voilà. Donc une fois de plus, tu sais, c'est le genre de truc, c'est le genre d'arc qui se termine sur une porte ouverte pour récupérer le personnage si quelqu'un est chaud par la suite. Au final, tout le monde s'en branle de ton personnage. Donc, il restera sur la plage. Et donc après, c'est l'autre personnage qui arrive après un discours aux Nations Unies, si je te dis pas de bêtises, d'Arthur Curry, un personnage qui est capable de contrôler les pensées, une espèce de télépathe, qui arrive, mais alors pareil, quoi, comme une merde sur une planche. C'est voilà, je sais même pas comment il s'appelle. Warhead. Comment Warhead. Warhead. Et c'est un robot, un cyborg, une espèce d'intelligence artificielle qui contrôle les pensées des gens. Je sais plus du tout son leitmotiv, c'est l'arc que j'ai complètement oublié en fait. J'ai complètement oublié cet arc. Et pour être franc avec vous, je suis incapable de résumer ce truc. Ah oui, merde. C'est vrai, tu me l'avais dit avant l'émission, mais moi non plus, je suis pas capable. Ouais, toi non plus, t'es pas capable, mais parce qu'en fait, c'est un arc de remplissage. Ça fait quoi, 3-4 épisodes, pas plus. C'est extrêmement rapide. Le personnage sera pas réutilisé par la suite. Il n'y a pas vraiment de conséquences de ce qui s'est passé avant. Au final, c'est même pas dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Puis ça n'emmène sur rien. C'est vraiment un remplissage, quoi. C'est vraiment un nouveau méchant. Et puis au final, tu te rends compte qu'il est pas si méchant que ça. C'est un humain qui a été mutilé, qui a été exploité, machin. Et puis ils finissent copains. Ils finissent plus ou moins copains grâce au pouvoir de l'amitié, comme d'habitude. Voilà, mais et ils partent bras dessus, bras dessous, et on le reverra plus non plus. Alors qu'il aurait pu être, je sais pas, envoyé en Atlantide, être utilisé en Atlantide, avoir un poste, je sais pas, qu'on le revoit plus tard, quoi. Mais non, au final, on s'en fout. Et je vais te dire un truc, on va pas se mentir, quand tu es capable, tu vois, de mettre en avant des personnages comme la gonzesse avec son cache-œil, Warhead, et qu'au final, tu fais une petite histoire avec eux et tu les revois jamais, t'as aucune explication sur mais que sont-ils devenus. C'est quand même compliqué. Le mec, il maîtrise pas grand-chose. Enfin, il a sa ligne conductrice. Il fait rentrer des outils qui à un moment donné peuvent l'intéresser, il les évacue quand ça l'intéresse plus, mais il n'a pas de maîtrise de son univers d'une manière globale, quoi. Et c'est vrai que quand tu passes derrière des gens comme Geoff Jones, qui lui maîtrise tout, qui réutilise des personnages qu'il a présentés sur une case dans le chapitre 1 et qu'il le réutilise dans le chapitre 17 et il en fait le super vilain, quoi. Enfin, et là, lui, non, il maîtrise pas ça. Ça, très clairement, c'est pas son truc. Voilà. Et alors, bon, juste parce que je trouvais ça sympa, je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, mais voilà par exemple un dessin c'est vachement trop éclairé, de Philippe Brion, c'est dommage, vous allez pas le voir comme il faut aussi. Si je te penche un peu comme ça, Arthur, il n'a pas forcément la même tête sur toutes les cases, ni sur toutes les pages. Il y a des fois on dirait un ado, il y a des fois on dirait un surfeur de 35 ans du côté d'une côte australienne. Franchement, il a une gueule, mais qui est incroyable, quoi. C'est vraiment compliqué. Et ensuite, donc du coup, on part sur, je sais même plus ce que c'est, après que ce nouvel arc avec l'autre bestiole, là. Alors, Deadwater, on va en parler de Deadwater, mais juste avant, je voulais montrer un truc qui me choque, moi. Alors là, pour le coup, c'est Brad Walker, c'est pas Brion, hein, qu'on rende à César ce qui est à César. Mais alors, Brad, toi aussi, tu vas prendre. Toi aussi, tu vas prendre un peu cher, mec. C'est quoi ce truc? On a regardé les détails du costume, quoi. C'est-à-dire que tu sais, quand tu passes la main sur le costume, en fait, ça fait des bosses. Il y a des grosses écailles. T'as l'impression que c'est un costume en chitine et non pas en écaille. Normalement, moi, je sais pas, j'imagine que le costume, il est lisse, quoi. Tu vois, tu sais, ça fait un motif d'écaille, mais quand tu passes la main, c'est lisse, quoi. Et là, ça fait bosseler, c'est horrible. Moi, je trouve ça horrible, quoi. Et ça, pareil, ça m'aide pas, quoi. Ça m'aide pas. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour les costumes des super-héros. C'est comme si tu me déguisais,
Comme si tu me dessinais Batman avec un costume dégueulasse, bah, ça me ferait tiquer. Bah, là, ça me fait tiquer, quoi. Surtout Ouais, quand ça tu va pas. passes avant Stepan Sejic, parce que Stepan Sejic, là-dessus, pour moi, il maîtrise largement plus. Ah, on va pas être d'accord. Mais... Attention, mais ça, on tease, c'est On sur sa tease, chaîne. ça va être long. Allez voir sur sa chaîne, il va y avoir un combat légendaire. Ça va être énorme. Non, mais Et moi, j'ai ouais, et l'impression de voir après, la chose là, des 4 Fantastiques. Sans déconner, hein. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la même matière. ouais, Ah non, c'est franchement, j'ai pas, du mal. c'est pas le plus joli des costumes. Et après, donc du coup, on arrive aussi sur un arc qui, pour moi, ne sert encore une fois à rien. C'est donc l'arc avec la grosse bête là dont j'ai mangé le nom, celle-là, Deadwater, Deadwater, qui qui est a une été donc espèce introduit à la fin des New 52. donc que moi j'ai pas vu. Voilà, toi, t'as pas son origin story, donc déjà, c'est compliqué. Voilà. Donc si tu veux, il revient, mais moi je l'ai jamais vu, donc en termes d'attachement au personnage, bah, c'est hyper compliqué. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il a des pouvoirs qui sont complètement cheatés parce qu'il peut réapparaître, je crois, dans des flaques d'eau, voilà, ce genre de choses. C'est Le ça. côté qui est pas inintéressant, mais je te laisserai la primeur en fait de le développer, c'est le côté un peu huis clos qui fait penser un peu au film Alien, je trouve, d'une certaine manière, Exactement, c'est ce que j'allais avec dire. cette grosse bestiole. Mais moi, même Mais ça. ça va pas au fond des choses. Et moi, bah, c'est pareil. Moi, j'étais déjà pas mal de côté à ce moment-là sur ma lecture, et donc quand déjà tu te sens pas bien, tu vois, dans une lecture et que tu continues sur un arc comme ça et que ça continue de nouveau à pas aller, voilà. Non, moi je me suis fait chier aussi là, mais vraiment c'était compliqué. On retrouve les Néviciles mutants qui sont là, qui vont servir L'homme aussi quand même, et la femme requin. voilà, et le grand-père crevette. Ils sont tous là. Et ouais, puis c'est une grosse bagarre qui en plus je trouve dure très 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 longtemps. Voilà, je sais pas si tu veux en dire un petit mot. Alors déjà, Deadwater, effectivement, il a été introduit à la fin des New 52 et je trouve ça injuste finalement de reprendre un personnage, de pas le réexpliquer quand t'es pas sur la même période de publication. Parce que là, on est quand même Rebirth, c'est pas un reboot, on est d'accord, mais c'est quand même un relaunch. Et pour moi, à partir du moment où il y a eu un redépart à l'épisode 1, tu te dois de réexpliquer si des personnages ont été introduits dans l'ère précédente, tu te dois de les réexpliquer. D'autant plus que son origin story à Deadwater, elle est assez cool. À la base, c'est un criminel sous-marinier qui travaille pour le compte du Scavenger, donc de Peter Mortimer, qui est donc le charognard en VF. Et leur sous-marin se retrouve bloqué dans des eaux étranges, des eaux dans lesquelles Aquaman d'ailleurs peut se noyer. On apprendra l'origine de ces eaux beaucoup plus tard. Ouais, ça s'appelle justement les eaux mortes, quoi, les Dead Waters. En fait, c'est de l'eau un peu extraterrestre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas de l'eau comme on a sur Terre. Sauf qu'elle est sur Terre, dans l'océan. Et donc, le sous-marin qui comporte justement ce personnage qui est Jonah Payne, ils sont 3 ou 4 dans le sous-marin, et donc le sous-marin se retrouve bloqué, piégé dans ces eaux. Il leur reste 3 heures d'oxygène et une seule tenue de plongée pour se sortir du truc. Donc forcément, ça se bastonne pour récupérer la tenue. C'est le fameux Jonah Payne qui réussit à mettre KO ses coéquipiers, à prendre la tenue et à se barrer. Sauf que lui, à son tour, il se retrouve piégé dans ces eaux extraterrestres et c'est ce qui va le transformer en Deadwater. Et on apprendra que sont réellement ces eaux justement dans Rebirth. Donc c'est assez étrange parce que d'un côté, tu as l'origine story du personnage dans les New 52 et tu as l'origine de l'eau qui a créé le personnage dans Rebirth. Donc ça, c'est vachement étrange. Et là où c'est cool dans les New 52, c'est que donc ce Jonah Payne se fait capturer et il peut se retransformer en Deadwater, qui est cette créature préhistorique là, qui est vraiment destructrice, quoi, au moindre contact de l'eau. Et donc, pour l'interroger, Aquaman et une tribu de scientifiques, ils le foutent dans une cellule d'isolement où on t'explique qu'il y a un taux d'hydratation qui est minimal. Parce que le moindre contact avec n'importe quelle goutte d'eau ou une goutte de sueur, il pourrait se retransformer en bestiole. Donc je trouve le concept assez cool, mais une fois de plus, ça ne va pas au bout, c'est pas suffisamment exploité. Et donc, ce qui est cool concernant l'origine story de Jonah Payne, c'est qu'on t'apprend pourquoi est-ce qu'il a eu autant de violence vis-à-vis de ses collègues pour prendre la tenue de plongée et pour se barrer. C'est parce qu'en fait, c'est un gars qui voulait à tout prix revoir son enfant. Parce qu'il est séparé de sa femme, c'est elle qui a la garde de l'enfant, et son leitmotiv à lui de survie, c'était revoir son gamin, quoi. Donc moi, c'est des choses qui me parlent, qui me touchent. J'aime bien les personnages assez humanisés comme ça. Et donc, il devient Deadwater, qui est réutilisé dans l'ère Rebirth. Dans, comme tu l'as dit, cette espèce d'ersatz de
de huis clos, de thriller en huis clos. Parce que l'idée était bonne, et une fois de Mmh. plus, Mmh. c'est un épisode qui est vachement symptomatique du travail de Dan Abnett. C'est que l'idée de base, elle est cool, mais donne-toi les moyens de l'exploiter, quoi. Là, on se retrouve avec... Parce que pour faire un bon huis clos, pour faire un bon thriller, un bon survival horror en environnement fermé, il faut déjà mettre de l'ambiance. Pour moi, c'est tout réside dans l'ambiance. Alien, c'est une ambiance qui est vachement oppressante. Il y a un côté claustro, tu es dans l'espace, il fait noir. On joue sur le background sonore. Et bon, là, on est sur du papier, donc c'est compliqué de jouer avec les sons. Avec la musique, c'est pas possible. Mais il faut le faire autrement. Il faut le faire avec la mise en page. Il faut multiplier les cases muettes. Faut se donner le temps de développer une ambiance. Et ce n'est pas fait ici. Et Et prendre un donc, dessinateur qui est capable de ça aussi. qui est capable de ça. Alors Parce que qu'on là, a c'est toujours les très mêmes peintres. random. Voilà, on a toujours les mêmes gars et qui n'ont pas les moyens justement d'avoir ce côté vachement oppressant que tu peux retrouver dans le Arkham Asylum de Dave McKean. Pour le coup, là, Mmh. là tu vois que c'est oppressant et qu'on ne se fout pas de ta gueule au niveau de l'ambiance. Là, l'idée, si elle a été vraiment exploitée, il aurait fallu qu'elle dure plus longtemps que 2 ou 3 épisodes. Je sais pas combien de temps c'est réglé cette Oh, histoire. j'ai trouvé que c'était long. 19 à 22. Bah tu vois, moi je trouve que c'est pas assez Oh. long. Justement pour ça. Parce qu'on n'a peut-être pas résumé le truc, mais en très gros, c'est Aquaman qui est sommé d'aller enquêter dans une espèce de base scientifique qui se trouve pas au milieu de la mer, au bord de la mer, et dans laquelle plus personne ne donne signe de vie. Donc, il va enquêter avec des Marines, justement, avec les fameux Navy Seals. Là, ils se rendent compte qu'il y a cette créature qui menace d'apparaître dans n'importe quelle goutte d'eau. Et en fait, ils sont coincés dans cette station. Donc, moi, le concept, je le trouve super kiffant. Mmh. Côté survival horror et tout, en huis clos, mais une fois de plus, c'est bâclé. Au niveau de l'ambiance, tu ressens rien. Au niveau des couleurs, enfin, je veux dire, ça change pas d'habitude. Il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus sombre. Il n'y a Et il n'y a rien pas de qui. On conséquences. joue pas. Il n'y a pas de conséquences. C'était histoire de faire revenir Deadwater. Je pense que c'est un arc de remplissage, hein, histoire, parce qu'après, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus conséquent avec tout l'arc Corumras. Ouais. Et il fallait quelque chose qui aille vite. On a réutilisé Deadwater, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, parce que, comme j'expliquais, le personnage a été introduit beaucoup dans l'ère précédente, et là, on ne le réexplique pas. Donc, au final, on s'en fout. Bah, tu donnes beaucoup plus envie en l'expliquant toi que de la manière dont je l'ai lu là. Vraiment. Vraiment. C'est parce que là, ouais, de la manière dont je l'ai lu, mais oui, c'est tout à fait ça, c'est du remplissage. Et le problème, c'est que c'est peut-être déjà on a eu un début de run qui était compliqué. Ensuite, on a le truc de remplissage avec l'autre là, et ensuite là celui-là. Oh là là. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression que ça allait nulle part, hein, cette histoire. Mais vraiment, hein, j'étais pas bien. Et par contre, après derrière, il y a le début de l'arc Coromrat. Je dis Coromrat. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Qui est pour le coup super intéressant. Coromrat qu'on a vu au tout début en fait du run, si je te dis pas de bêtises, Ouais, qui avait été emprisonné, ouais. qui est une espèce de dissident, une espèce d'extrémiste en fait de son pays, un ultranationaliste qui a envie de couper toute relation avec la surface. Et donc là, forcément, moi, c'est un truc qui m'attire beaucoup plus, pas parce que c'est un trou de balle, mais parce que moi, c'est la promesse en fait de faire rentrer un tout petit peu plus de entre guillemets de politique dans le récit. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. L'idée qu'on puisse peut-être en savoir un petit peu plus sur l'Atlantide, l'idée qu'on puisse connaître un peu plus cette société qui finalement, elle nous est pas vraiment présentée jusqu'à maintenant. On connaît les veuves, ce genre de choses, mais on n'a pas vraiment été dans le fond des choses. Et le fait que tu aies cette frange de l'Atlantide qui s'oppose ouvertement au roi et qui est en train, ni plus ni moins, d'essayer de faire un coup d'État, eh ben, ça me plaît beaucoup. Le seul truc que je trouve intéressant avec les épisodes qui se sont passés jusqu'à maintenant, c'est que ça avait tendance à montrer une des faiblesses d'Arthur, c'est-à-dire de délaisser quand même beaucoup d'Atlantide. Il est à gauche, il est à droite, il monte son cul au mec de la surface en disant oui, bon, c'est ma faute, vous avez gagné la guerre. Mais au final, il a laissé quand même beaucoup de côté l'Atlantide, je trouve. Et donc, il a un retour de bâton qui est, entre guillemets, je trouve, justifié. Ouais. Déjà que tu n'étais pas tellement légitime sur ton trône, tu avais quand même pas mal de gens qui n'étaient pas tellement d'accord avec toi, et le fait que tu les délaisses, mon pote, tu te prends un retour de bâton qui s'appelle Coromrat, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. De la même manière, tu vois que cette fin de run, cette fin de tome, je l'ai adoré. Pour le coup, parce que t'as de la baston, tout ça, mais t'as aussi beaucoup, grosso modo, de discussions. Vulko revient, tu le revois de nouveau, et t'as beaucoup de discussions avec une espèce de conseil pour savoir si le conseil va garder Arthur ou ne pas garder Arthur, et ensuite,
fin de run que j'ai trouvé relativement intéressante. Bah, là, une fois de plus, alors là, on est sur un clin d'œil. En fait, il y a énormément de références à Dan Amnet. En fait, c'est peut-être le seul intérêt que j'ai vu dans tout son run à Dan Amnet, c'est toutes les références qui multiplient concernant non pas une période précise d'Aquaman, mais toute son histoire, en fait. Parce que tu vois, donc j'ai déjà cité la référence du Captain Blackjack, même si les deux personnages n'ont rien à voir. Même l'arc précédent avec Deadwater, oui, parce que pour expliquer le fin mot de cet arc, on se rend compte que Deadwater, en fait, c'est une créature qui a été façonnée dans une eau extraterrestre, parce qu'au fond de cette eau se trouve un portail extradimensionnel qui mène sur une autre planète, une planète extraterrestre. Et en fait, c'est un système d'autodéfense de cette planète extraterrestre qui façonne des êtres pour en faire ses gardiens. Et ces gardiens, ce sont des créatures comme Deadwater, afin de s'assurer que personne ne rentre. Pas de chance, là, celle-ci, elle s'en est échappée. Et en fait, ce délire du portail au fond de l'eau qui donne accès à une autre dimension, ça, c'est pareil, ça, c'est le premier scénario, entre guillemets, du premier numéro d'Aquaman en 1962. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier numéro d'Aquaman en 62, tu as alors là, pour le coup, c'était des trolls de feu qui venaient aussi d'une dimension extraterrestre au sein de notre océan et qui venaient par un portail. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que là, dans Rebirth, Aquaman, je sais plus comment il referme le portail, mais je crois que c'est avec une bombe nucléaire ou je sais plus quoi, qui referme le portail. Enfin, il y a un truc comme ça avec une bombe ou je sais plus quoi. Et en 62, c'était très marrant parce que bon, c'était le Silver Age, hein, forcément. Il remplissait le portail avec des gros blocs de pierre et il demandait à des baleines de venir les tasser. Et tu voyais toute une tribu de baleines qui venaient avec leur museau tasser les blocs de pierre dans le portail. Mais en fait, voilà. Ouais, c'est ça, il balance une grande bombe dans la fosse. Ça fait un peu Pacific Rim. Ouais. C'est vrai, en plus, ça fait tout à fait Pacific Rim quand il balance la bombe dans la fosse pour péter le portail. J'ai pas vu du tout Pacific Rim pour le coup. Oh putain, je te le conseille. Ouais. Il est pas mal. Ça, si t'as un grand écran chez toi, tu te mets Pacific Rim, un petit ROM, et hop. Alors attends, parce qu'apparemment mon PC est débranché depuis tout à l'heure. J'ai plus avoir de batterie. Ah, c'est bon. Hop, c'est tout. Et ouais, en fait, Dan Amnet, j'ai l'impression qu'il multiplie des références. Alors, c'est cool pour les fans, mais c'est juste du fan service. Après, si t'as rien à me raconter derrière, ça sert à rien en fait. Tu vois, ok, le clin d'œil à Blackjack, le clin d'œil à Deadwater, même Nemo, c'est un clin d'œil à une organisation qui existait déjà pendant le Silver Age qui s'appelait OGRE, O-G-R-E. Tu vois, donc on retrouve toujours l'acronyme en 4 lettres. Voilà, c'est cool de me mettre plein de fan service, mais si derrière tu me racontes rien, laisse tomber. Il faut en faire quelque chose. Et la manière dont se fait destituer Arthur justement à la toute fin du tome 2, ce qui va donc être l'introduction du tome 3 et de l'arc Korumorak, on va l'appeler comme ça, même si il ne s'appelle pas du tout comme ça, on s'en fout. La manière dont il est destitué Arthur, c'est exactement la même manière dont il perd le pouvoir dans l'arc, le grand arc que vous trouverez d'ailleurs chez Urban Comics en VF, qui est La mort du prince. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Et ben en fait, dans La mort du prince, il perd le pouvoir parce qu'il y a un mec qui veut le destituer, qui s'appelle Karshon, et qui utilise le Conseil constitutionnel d'Atlantide pour l'évacuer. Et j'aime bien cette idée où, d'accord, tu as un roi, mais il n'est pas absolu. C'est pas une monarchie absolue, il n'a pas les pleins pouvoirs. Tu peux le destituer, il y a un conseil qui est là en branle, et si jamais on estime qu'il n'est pas légitime ou qu'il fait de la merde, eh ben on le destitue. Et c'est exactement la même chose, quoi. Donc ça plus encore un clin d'œil. Là, l'arc, il s'avère prometteur, mais la promesse ne sera pas tenue. Non, bah non. Non. Et je t'avoue que moi, j'avais beaucoup d'attentes en fait à ce niveau-là. J'avais beaucoup d'attentes au niveau d'un développement un petit peu plus politique et d'en apprendre un petit peu plus sur l'Atlantide. Alors, on y reviendra après quand on sera sur ta partie, mais ouais, j'ai pas... ouais, tout n'a pas été rempli, loin de là, quoi. Et là, en temps normal, à la fin du tome 2, normalement, jamais je vais sur le tome 3. Normalement, hein, je fais le bilan, tu vois, de ce que je viens de lire, et normalement, jamais je vais sur le tome 3. Ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est... non. Et j'aurais peut-être dû m'écouter, tu vois, au final, parce que il n'y a pas grand chose que je vais retirer de formidable de cette série, mais ça valait le coup quand même de la lire. Déjà, pour faire une vidéo avec toi, bien évidemment, mais aussi pour en savoir un petit peu plus sur Aquaman, parce que mine de rien, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'Aquaman en VF. Hein. Loin de là, loin de là. Non. Donc, c'est soit ça, soit ça, en fait. Si, t'as quoi? T'as Aquaman Subdiego, La mort du prince, que j'ai pas lu. Subdiego, j'en ai pas des grands souvenirs. Le tome 1 est magistral.
Ouais. Mais en fait, le tome 2, c'est pareil. Et moi, je reproche à Urban d'avoir publié Subdiego. Je crois que le tome 1 commence à l'épisode 15 de la série 6 d'Aquaman. Donc, déjà, c'est une foutaise. Ils sont les 15 premiers, quoi. Surtout qu'ils nous mettent à partir de l'épisode 15 parce que c'est l'arc Subdiego qui nous intéresse. Ok. T'as un tome 2 qui arrive qui est pas légitime pour moi parce que c'est là. À ce compte-là, ok, qui publie, ok, c'est du Aquaman, c'est cool. Mais à ce compte-là, publiez ce qu'il y a avant, quoi. Avant les 15, je veux le 1 à 14, et après vous me faites le 15 à machin, et puis vous me faites la suite sur le deuxième tome, sur le troisième tome. Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'ils prennent la série en cours de route dès l'épisode 15, qu'ils mettent pas ce qu'il y a avant, alors que c'est primordial ce qu'il y a avant, parce que c'est le moment où Arthur retrouve sa main, en fait. Enfin, en grosso D'accord. merdo, hein. Tu sais qu'il a perdu sa main chez Ouais, ouais. Peter David, et sa main, elle est remplacée par une main d'eau magique. En fait, il y a Ouais, ouais. une main qui est faite en eau magique. Et ça, dans Subdiego, quand tu commences le tome 1 Subdiego, Arthur, il a cette main. Mais on ne sait pas. Alors, heureusement que tu as un petit truc d'introduction au début du tome 1 pour t'expliquer pourquoi est-ce qu'il a perdu sa main, comment il l'a retrouvé, etc., etc. Mais ça, j'aurais voulu que vous me le publiez, plutôt que de me publier tout l'après Subdiego qui est mauvais. C'est nul, quoi. En plus, au niveau des dessins, c'est pareil, hein, c'est pas top. Hein. Et le début de Subdiego, ce que tu disais là, les premiers épisodes, à chaque fois, c'est le même scénariste? Je crois que non, il y a eu, non, je crois qu'il y a eu des changements de scénariste. Hein. Je sais que c'était Tomasi. Non, je vais te dire une connerie, c'est pas Tomasi. C'est Gleason au dessin, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas un Gleason très en forme. Il nous habitue à beaucoup mieux. Mais c'était pas ses premiers travaux, Gleason? Peut-être, parce que ça, je te parle d'un truc, ça date de 2006. La 6e série Aquaman, elle date de 2006. Ouais. Donc ça doit quand même déjà pas mal remonter, quoi. Enfin voilà, bah écoute, je crois qu'on arrive au bout de ces 2 premiers tomes. À moins qu'on ait d'autres trucs à rajouter. Mais comme tu l'as dit, effectivement, la fin du tome 2, elle donne vraiment envie d'aller sur le 3, quoi. Ouais, parce que t'as un cliffhanger, t'as quand même Arthur qui vient d'être destitué par donc Corimras, et non pas que par lui, il y a tout le conseil qui est derrière, donc c'est légitime, c'est pas juste un enfoiré qui veut prendre sa place, parce que là ça se résoudrait de manière très simple. Non, là c'est clairement, Arthur n'est pas légitime, il est considéré comme illégitime sur le trône, donc là ça donne quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et au moment où il essaie de s'évader, Corimras, qui est un conservateur, ça va généralement de pair avec le nationalisme, hein, qui est à fond dans les vieilles traditions atlantes, la magie, etc. Il va refermer le fameux dôme d'Atlantide qui avait disparu depuis la plume de Geoff Jones, le fameux dôme comment dire, Atlantide a toujours été représenté avec un dôme de verre, voilà, il y a plusieurs explications. La couronne d'épines. Voilà, et là, en fait, il t'explique que c'est pas du verre, c'est un bouclier magique, pourquoi pas, je prends, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment, une fois de plus, une grosse référence à Atlantide dans les années 50 et 60, quoi, avec ce dôme translucide qui va la protéger des menaces extérieures, mais en réalité, c'est pour faire bien plus que ça, c'est pour la couper du monde. Et il y a un truc qui va pas d'ailleurs avec cette couronne d'épines entre la fin du tome 2 et le début du tome 3. Parce qu'à la fin du tome 2, de la manière dont elle se déploie, c'est vraiment des branches, c'est vraiment des épines. C'est des épines, c'est des branchages. Et à la fin, quand c'est Stepan Sejic, c'est un dôme magique. C'est de la magie, c'est le dôme magique. J'ai pas compris non plus le délire, ouais. Je n'ai pas compris l'explication. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez étranges. Après, et donc Arthur qui essaye de s'évader, et au moment où donc il y a la couronne d'épines qui est en train de se refermer sur Atlantide, il n'arrive pas à s'évader, la couronne d'épines se referme au-dessus de lui, et lui il est planté dans le dos, c'est le cas de le dire, au sens propre, au sens figuré, par son ancien général, son ancien lieutenant, comment il s'appelle, Murk, qui est là depuis Geoff Jones, hein, d'ailleurs, qui le plante dans le dos, et le cadavre, donc le tome 2 se termine comme ça, le cadavre d'Arthur qui... le corps sans vie d'Arthur qui retombe en Atlantide, et Atlantide qui est complètement coupé du monde. Et ça, putain, ouais, ça met en haleine pour le tome 3, ça. Alors, ça met en haleine pour le tome 3, mais il y a plein de trucs dessus où je trouve que ça va pas. Oui, mais ça va pas après, quand tu as lu la suite. Oui, mais oui, là, à ce moment-là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Et tu vas sur le tome 3. Et je m'étais fait la même réflexion que toi à l'époque, je me rappelle, j'étais pas chaud pour le tome 3, mais quand tu arrives sur ce cliffhanger, tu te dis, par contre, il faut que je sache, quoi. Ouais. Et là, tu vas acheter le tome 3. Et le tome 3, moi, ça a été une grosse surprise, mais on en reparlera donc sur la deuxième partie de cette vidéo, pour le coup. Visuellement, il n'y a pas tellement d'autres trucs à rajouter parce qu'on a toujours les mêmes protagonistes, Brion, Walker et un peu de Scott Eaton. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de flamboyant, il n'y a rien qui brille. C'est plat, c'est plat. C'est-à-dire que visuellement, le moins bon de ce qui nous était proposé pendant l'ère New 52 est quand même au-dessus du meilleur de ce qui nous est proposé en Rebirth. Je parle de visuellement parlant. Après,
pour faire une synthèse, c'est quand même, enfin moi personnellement, surtout le premier arc. Le premier arc avec Nemo, on a été quand même assez dur dessus, mais à juste titre. Mais c'est quand même au-dessus de ce que nous avait proposé Jeff Parker sur l'ère New 52, quoi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Hein. Parce que Jeff Parker, New 52, rappelle-toi, c'était cette histoire avec les portails magiques et la reine Atlana avec son armée de dinosaures. Ouais, mais ouais, c'est mieux, mais pas parce que c'est bien, c'est mieux parce que l'autre c'est vraiment de la merde. Mais vraiment, c'est quand même deux cacas qui se discutent entre eux pour savoir lequel va puer le plus, hein. Vraiment. Je suis d'accord. Mais Jeff Parker, mon pote. T'as toujours la couronne d'épines. Mais t'as la couronne incroyable, quoi. Et pour la petite histoire, tu vois, je me suis relu tout le run autour du Hulk rouge, tout ça, où c'est vraiment Lub. Et merde, j'ai mangé le nom de l'autre. Greg Pak, il y a vraiment deux séries et c'est vraiment Lub et Greg Pak qui travaillent de concert et il y a tout un tas de petites histoires à côté qui sont gérées par Jeff Parker et Jeff Parker, wow, au sommet de sa nullité. Il est incroyable. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Mais cet homme est incroyable. C'est un alchimiste, mais à l'envers. Lui, tout ce qu'il touche se transforme en plomb. C'est incroyable. Il est nul. Il est nul. Pareil, un putain de Jeff. Hein, j'espère que tu parles pas français, hein, parce que sinon, tu vas me lâcher un commentaire acerbe. Hein, mais je retire pas un mot de ce que j'ai dit. Non, vraiment, c'est nul. C'est catastrophique. C'était une fois de plus un plaisir de faire cette première partie sur ma chaîne. Évidemment, le lien de la suite sera forcément en description de cette vidéo-là. Le lien de la chaîne de Oz, en fait, ça va avec. Si vous connaissez toujours pas Oz Comics, enfin, brave gens. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller voir Oz ? C'est rare, c'est rare. C'est rare les youtubeurs qui parlent, c'est rare les gens qui parlent de comics sans trop se moucher du coude et en donnant de vrais avis, en ayant une vraie culture et qui vont à fond, tu vois, quand ils aiment un truc. Tu vois, les trucs que tu balances, tu vois, toutes les références que tu balances sur Aquaman. On sent que c'est pas du chiquet, tu vois. On sent le mec qui a bossé son sujet, et ça, c'est génial. C'est un putain de plaisir, ouais, c'est un putain de privilège de pouvoir faire des vidéos avec toi. C'est vraiment très très cool. Un jour, il faudra que tu lises du Hulk, hein, quand même. C'est pas demain, hein. Déjà, Daredevil, je vais passer chez Marvel. Mais je sais, il y a tellement de choses. Ouais. Mais tu vois, je suis sûr que t'aimerais Daredevil, mais c'est sûr. Daredevil. Allez, un jour peut-être. On vous donne rendez-vous chez Oz pour la suite, pour les tomes 3, 4, 5. Et on va parler de Stepan Sejic, ça va être bien. En plus, on va s'engueuler, ça va être du sang, les amis. Voilà. Allez, rejoignez-nous sur la vidéo. À plus tard. Merci à toi, G, pour l'invite, et puis merci à tout le monde pour le visionnage. C'est toujours un plaisir. Bisous, à plus, ciao.